Bonjour Fabien. Nous sommes Bonjour. une fois de plus heureux de t'accueillir. On regrette de ne pas t'avoir en présentiel et de ne pas avoir eu quelques échanges autour d'un repas ou de choses plus conviviales, mais on va essayer de partager quand même un moment avec toi. Donc, je signale aux amis présents que Fabien vient de présenter son habilitation à diriger des recherches et qu'il l'a brillamment, je dirais, reçu, il a été validé. Et donc, il va pouvoir maintenant encadrer des équipes de jeunes doctorants, de jeunes chercheurs. Il le faisait peut-être déjà d'ailleurs. Mais en tout cas, il a une validation pour ça et il va continuer peut-être à nous préparer une pépinière, je dirais, de nouveaux jeunes qui viendront participer à nos rencontres dans l'avenir. Alors, Fabien va nous donc intervenir sur le thème suivant, pour une construction non utopique du communisme chez Marx. Donc, Fabien, je te passe la parole. Merci Dominique pour cette annonce et pour cette présentation. Alors, je voudrais juste partager l'écran. Donc, je vais le faire. Je ne sais pas Alors, attends, je exactement vais si ça fonctionne. pouvoir te Donc, donner la possibilité de le faire. Voilà. ouais, il faut ton autorisation Ça y est, c'est bon. parce que j'ai un diapo que je vais utiliser. Donc là, est-ce que vous le voyez? Là, il est en train d'apparaître. Euh, Voilà, c'est bon. bref, ouais, alors attendez un instant. Laissez-moi une seconde. Je crois que je ne suis toujours pas vraiment habitué à cette manière de travailler, mais je pense pas qu'il faille être vraiment dans le Est-ce que vous voyez, Oui, est-ce que vous voyez bien les choses? Parce qu'en fait, moi, je vous vois pas du tout, mais si oui, vous oui, m'entendez, si vous voyez l'image, c'est l'essentiel. c'est parfait. Donc voilà, oui, Dominique, n'hésite pas à me faire un signe d'une manière ou d'une autre si je dure au-delà de, je sais pas quel temps imparti. Il me semble qu'on a 50 minutes, discussion comprise. C'est ça. Donc au-delà de 20-25 minutes, peut-être que tu peux me faire pousser Je une coupe t'enverrai d'une par le certaine. chat un petit signalement. Voilà, ouais, c'est parfait, je te remercie. Voilà, j'ai voulu, dans la continuité des travaux que j'ai l'habitude de mes travaux et de ceux que j'ai l'habitude de présenter ici, puisque je viens régulièrement, j'ai voulu discuter un petit peu des recettes pour les marmites de l'avenir et justement, faut-il en construire ou pas? C'est un peu ça la question que j'ai, une construction non utopique du communisme chez Marx, non utopique. Alors l'utopie chez Marx, je rappelle bien, c'est pas un monde irréalisable, ou plutôt, c'est pas le paradis, l'utopie. L'utopie, ils qualifiaient d'utopique les socialistes du 19e siècle en signalant qu'ils étaient utopiques au sens où ils ne se donnaient pas les moyens de parvenir à leur horizon, à leur objectif. Voilà, donc c'est un peu de ces éléments-là que je vais parler. Donc, d'emblée, Marx se positionne contre l'utopie et j'aimerais juste dire comme une évidence, rappeler cette phrase de Marx qui dit que la science est nécessairement au service de l'humanité. Ceux qui ont la chance de pouvoir se consacrer aux études scientifiques doivent être aussi les premiers à mettre leurs connaissances au service de l'humanité. Ben voilà, c'est exactement ça qu'on fait ici et je crois que c'est l'objet de la science, bien loin a priori des contraintes institutionnelles ou des intérêts individuels qui sont mis en avant par plusieurs manières de faire la politique de la recherche. Et donc l'idée de la science, en tout cas des sciences humaines et sociales en particulier, c'est à la fois d'interroger l'existant, mais c'est également de questionner l'horizon des possibles, parce qu'une chose est de comprendre le monde tel qu'il est, mais une autre chose est de comprendre comment le monde tel qu'il est, de manière dialectique, va pouvoir construire le monde de demain. C'est la raison pour laquelle ce que j'essaie de faire depuis toujours et aujourd'hui en particulier, c'est de construire un certain nombre d'outils intellectuels euh, qui permettent à la fois de, de construire et de penser le bien-être collectif, mais aussi l'épanouissement individuel, parce que l'un étant la condition de l'autre, l'autre étant la condition de l'un. Donc voilà, le contexte général, le contexte général, c'est un discrédit. Voilà, dire communisme aujourd'hui, c'est une infamie. Voilà, le terme de communisme est largement une infamie, mais en même temps, à côté de ce discrédit, il y a un retour assez important dans la littérature, avec notamment les textes de Friot, de Badiou, de Zizek et de quelques autres, dont l'idée,
c'est de comprendre en quoi l'hypothèse communiste, dit Badiou dans le titre de son bouquin, se pose, et qu'elle est alimentée, dit Friot dans un autre livre, tout récent également, est alimentée par le désir de communisme. Donc ça, c'est des éléments qui reviennent, mais évidemment, pour des raisons sur lesquelles je vais revenir un petit peu, euh, cette notion-là est discréditée. Alors, mais voilà, alors face à ça, avant d'en revenir à cette question de discrédit, comment être communiste aujourd'hui, comment concevoir l'idée du communisme, alors de manière extrêmement schématique, hein, il y a deux positions là-dessus, en quelque sorte. Euh, on n'est pas là pour construire les recettes pour les marmites de l'avenir, écrivait Marx, mais c'était une métaphore et plutôt une plaisanterie, je crois. Donc, il n'est pas utile d'élaborer sur la coordination communiste. Ce n'est pas la peine. Dans la mesure où les entraves à la coopération, donc les intérêts égoïstes et tout un tas d'autres choses seront supprimés, la coordination communiste se réalisera naturellement. Euh, la deuxième position étant qu'il faut construire, il faut penser cette alternative, il faut construire ses contours, parce que des problèmes ne seront pas nécessairement résolus, y compris au-delà d'une période de transition, donc des préférences conflictuelles persisteront nécessairement. Et puis le bien commun, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire un bien commun? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on doit partager? Voilà, c'est tous ces éléments-là qui méritent des discussions, qui sont des enjeux. Et donc, cette contribution aujourd'hui, qui, ça, euh, se donne pour objet de donner quelques éléments de réflexion peut-être pour réouvrir un champ et non pas, et bien au contraire de le fermer, sur la nature des contours de ce concept, hein. Voilà, donc à grands traits, le communisme, si je me permets cette première hypothèse, c'est à la fois la liberté réelle et non pas la liberté formelle, liberté réelle, à savoir la liberté formelle étant la liberté l'exemple, l'illustration schématique, la liberté d'arrêter de bosser. La liberté réelle étant d'avoir la capacité de le faire. Voilà. Et une juste distribution qui, bien évidemment, peut donner lieu à discussion, puisque Marx se soucie assez peu de justice sociale dans ses réflexions, un peu plus dans sa pratique. J'aurai certainement l'occasion d'y revenir. Et donc, ma question, c'est quelle problématique normative, voilà, quelle norme construire quelle norme élaborer pour construire pour construire l'avenir, pour construire le futur. Condamner le capitalisme étant une chose, mais dialectiquement, la condamnation du capitalisme, elle implique nécessairement la construction d'autre chose. Donc, je vais dire tout de suite que cette conception, la conception que j'adopte ici, n'est pas relativiste. Au contraire, je pense qu'il existe des critères transcendants chez Marx, hein, l'épanouissement individuel, la liberté réelle étant faisant partie de ces critères. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là que je vais tâcher de poser un certain nombre d'éléments de réflexion. Euh, donc l'objectif étant de clarifier la contribution de Marx dans la construction théorique d'une voie vers l'émancipation, sachant qu'il est évident qu'il ne fait aucun doute que l'objectif de Marx, c'est de construire une voie vers l'émancipation et de clarifier un petit peu plus la manière dont ça se fait. Et je vais procéder en deux temps de manière assez schématique et simplifiée pour savoir, pour discuter du communisme, discuter de ce que ce n'est pas dans un premier temps, de se débarrasser un petit peu de toutes les scories que l'histoire a mis sur le chemin du communisme, et dans un deuxième temps, ce qu'il pourrait être, donner quelques clés positives pour avancer vers une définition. Alors, ce que n'est pas le communisme, j'aimerais dire, c'est voilà, c'est deux contraintes qui pèsent sur le communisme, c'est celle de l'histoire, plutôt de l'histoire telle qu'elle a eu lieu, mais aussi telle qu'elle a été racontée. Puis c'est aussi celle des illusions. L'histoire, c'est celle des régimes autoritaires qui ont usurpé le nom de communisme. Et puis c'est celle de, ce qui n'est pas exactement la même chose à mes yeux, c'est celle d'une bureaucratie étouffante qui a empêché le développement fertile du communisme. Et puis c'est aussi le poids des illusions, parce que le communisme n'est pas une recette pour l'avenir, et penser que ça va suffire
penser qu'il suffit de le dire ne convient pas. C'est pas une utopie. Voilà, c'est ça que je vais tâcher de développer dans un premier temps. Alors oui, le communisme n'est pas un stalinisme. Il n'est pas un stalinisme, il était un spectre dans le manifeste communiste de Marx et Engels, il était un spectre. Depuis, il est devenu une infamie et donc les stigmates qui ont été portés par l'histoire douloureuse de l'Union soviétique et puis de son effondrement, voici une trentaine d'années, sont sont toujours existants. Le concept de communisme lui-même, comme assez peu de concepts, n'est pas sorti indemne des épreuves de l'histoire. Alors, on pourrait parler également du concept de république, du concept de démocratie, qui ont pas mal souffert aussi. Mais il se trouve que pour le communisme, c'est encore plus dur. Et de toute évidence, ça exerce un poids sur les conditions subjectives, sur sur la conscience des masses. Aujourd'hui, se dire communiste, c'est pas rassembleur. Du fait de, pour citer ce que disait Ben Saïd dans un livre qu'il a publié juste avant de mourir, du fait de sa capture par la raison bureaucratique d'État et de son asservissement à une entreprise totalitaire. Donc voilà, ce n'est pas, je ne dévoile absolument rien. Mais alors voilà, à cet égard, je voudrais juste faire deux mises en garde, que la pensée de Marx n'était rien d'autre que pour l'état-major stalinien n'était rien d'autre qu'une superstructure idéologique qui visait tout simplement à garantir le pouvoir. Il va de soi que la pensée de Marx n'avait strictement, mais non pas peu de choses à voir, mais n'avait strictement rien à voir avec l'aventure stalinienne, qui au contraire utilisait Marx pour valider les pires horreurs. Mais aussi un deuxième élément qu'il faut également dire et qui je crois est moins consensuel, c'est qu'il est il est parfois proposé que si la révolution échoue en Russie, c'est parce que la Russie était un pays arriéré. Euh, ce n'était absolument pas l'avis de Marx, en tout cas, puisque un an avant sa mort, Marx signait la préface russe du manifeste communiste, dans lequel il écrivait que la Russie avait de bonnes chances d'être le pays futur de la Révolution. Il était lui-même, 10 ou 15 ans avant de mourir, lui-même Engels, en relation avec les mouvements naissants révolutionnaires en Russie. Et Engels lui-même, d'ailleurs, a construit l'internationale socialiste avec Lénine et quelques autres. Voilà, donc c'est pas ça. Donc. Et c'est pas un étatisme non plus. Voilà, on a l'idée de voir le communisme et le tout État. Ben non, c'est un petit peu le pendant de ce que je viens de développer là, le communisme ou le socialisme. Marx emploie les deux euh, de manière, de manière indifférente. C'est une organisation planifiée et consciente, à savoir la coopération et la libre association des producteurs, ce qui s'oppose à la centralisation des moyens de production. Voilà, ce n'est pas l'État. Donc alors après, la question de l'État et de son rôle se pose toujours dans la période de transition, de la transformation révolutionnaire, pour reprendre cette citation de la critique du programme de Gotha, c'est peut-être celle dans laquelle Marx est le plus à même de construire des recettes. Une période de transition existera durant laquelle coexisteront des rapports capitalistes et des rapports communistes avec une propriété collective, mais ce qui sera la clé aussi, ce sera l'absence d'accumulation. Voilà, la monnaie sera juste un moyen d'échange. Et donc, la socialisation de l'économie, plus le dépérissement des forces productives, plus le dépérissement de l'État, euh, ce qui là aussi donne beaucoup à discuter, pourra conduire enfin à la réalisation de la fameuse phrase de Louis Blanc, de chacun selon ses capacités, on passera à chacun selon ses besoins, qui a été reprise par Marx. Et puis, le communisme, ce n'est pas une utopie non plus. Les communistes ne sont pas des ingénieurs, les utopistes sont des ingénieurs qui construisent l'avenir. Non, le communisme, c'est construire, c'est l'utopie, non pas comme paradis à réaliser, mais il s'agit de construire les moyens d'y parvenir. Et Marx qualifiait d'utopistes les socialistes du XIXe siècle en affirmant qu'ils ne se construisaient pas le moyen d'aller vers l'avenir, et c'est la raison pour laquelle ils étaient utopistes. Et Marx, il dit ça dans un discours qu'il a prononcé pour le People's Paper en 1856, le juge c'est l'histoire, l'exécuteur du verdict c'est le prolétariat. Donc le prolétariat c'est la sage-femme qui fera accoucher l'histoire. C'est-à-dire que Marx il a dévoilé l'acteur
de la transformation sociale, ce qui lui permet de ne pas être utopique. Il n'était pas communiste d'ailleurs, dans les toutes premières années de son évolution intellectuelle. Marx il voyait le communisme pas toujours d'un très très bon œil, et c'est sous l'influence de Moses Hess, son ami, qui a écrit la triarchie européenne, la triarchie qui sont les trois fameuses sources du marxisme, que sont la philosophie allemande, l'économie britannique et entre les deux la politique française. Il a été acquis intellectuellement au communisme sous cette influence-là, et, euh, et, et, pratiquement au communisme au retour d'Engels et son témoignage sur Manchester, sur la manière dont les travailleurs, dont les ouvriers étaient exploités. Donc il a pris conscience à la fois de cette exploitation, il a pris conscience de l'émergence du prolétariat industriel, à tel point que voilà, la révolution, à ses yeux, n'était non pas politique, ne venait pas des intellectuels, mais était sociale. Elle venait de la base, elle venait des travailleurs. Donc voilà, c'est comme ça qu'a commencé à se construire le Marx, et donc le communisme chez Marx, et donc non pas comme un modèle doctrinaire, mais en s'appuyant sur le processus historique, comme écrit-il dans le manifeste, l'expression générale des conditions réelles d'une lutte de classe existante, d'un mouvement historique qui s'opère sous nos yeux. Ce qui est exactement le contraire de l'ABC du communisme qu'écrivait Boukharine dans les années 20 au compte, au compte de Staline, dans laquelle il écrivait une recette. Donc la question n'est pas de savoir ce qu'est précisément le communisme, mais la question c'est de comprendre ce qui entrave le développement de l'humanité. Et c'est à partir de cette compréhension-là qu'on peut avancer. Ce qui entrave, hein, c'est les choses qu'on voit aujourd'hui, c'est la science qui est subordonnée au marché, c'est l'environnement qui est détruit, c'est le parasitisme financier, on peut ajouter les crises économiques, l'appauvrissement, les violences policières, et voilà, tout un ensemble de choses. Voilà. Donc ce n'est pas une utopie. En revanche, ce que c'est, on peut construire tâcher de construire une conception positive. C'est une critique théorique, c'est une méthode de conception du monde, c'est une critique pratique, à savoir, c'est une abolition de la propriété privée des moyens de production, et puis c'est un mouvement vers la libération. C'est ces trois éléments que je vais tâcher d'esquisser pour donner des clés de réflexion, des clés de discussion. Donc c'est une méthode qui est à la fois matérialiste et dialectique. Elle n'est pas individualiste, mais elle n'est pas holiste non plus. Le marxisme n'est pas un holisme au sens où les individus construisent le réel et le réel construit les individus. Et donc, ce que ça veut dire surtout, c'est que la pensée humaine part de la vie sociale, des rapports sociaux, et le progrès, c'est celui du progrès matériel. Et les idées, ce n'en est que la résultante. Donc, parler de morale indépendamment des conditions matérielles, dit Marx, là, c'est la phraséologie. Voilà, c'est donc la morale n'est autre qu'une superstructure idéologique qui cherche à maintenir quelque chose, de même que le droit vise à maintenir les rapports sociaux comme superstructure juridique. Donc le communisme, en quelque sorte, il est au-delà de la justice. Il se conçoit comme une science de l'histoire. Alors le matérialisme historique, lui, également, est également discrédité, mais il s'agit de concevoir un processus d'évolution qui est une interaction entre les rapports individuels, les rapports sociaux et la structure sociale. Et donc, en quelque sorte, si on peut regarder schématiquement ce développement historique, j'ai construit un petit tableau, là je me suis inspiré de quelques auteurs, notamment Eric Wright, où j'ai fait la succession où on établit la succession de quatre modes de production, l'esclavagisme, le féodalisme, le capitalisme et le communisme, de manière extrêmement étapiste et schématique. Évidemment, c'est bien plus complexe, et les processus de domination à la fois au sein du processus de travail et à l'extérieur du processus de travail. Donc dans l'esclavage, on voit que la domination est à la fois à l'extérieur du travail, puisque les hommes ne sont pas maîtres de leur propre corps, et au sein du processus de travail, évidemment. Alors que dans le féodalisme, on a une domination à l'extérieur du processus de travail, puisque les paysans sont soumis au désir des seigneurs, alors que les paysans sont maîtres de la maîtrise de leur terre. Voilà. Alors qu'à l'inverse, dans le capitalisme, les travailleurs sont dominés dans les entreprises, alors qu'à l'extérieur des entreprises, ils vivent leur propre vie de manière formelle, bien évidemment, mais ils sont libres. Alors que le communisme, c'est la liberté, ou plutôt la détermination de soi, dans les deux cas. Voilà, c'est une manière schématique qu'on peut avoir et analytique, très analytique, qu'on peut avoir euh, de concevoir le communisme. Donc c'est aussi, au-delà d'une méthode, c'est aussi l'abolition de la propriété privée des moyens de production, puisque la propriété privée
elle génère la misère et les crises commerciales. Donc, on peut imaginer que l'abolition de la propriété privée, des moyens de production, il faut toujours préciser, conduit à la libération. Donc, il s'agit d'une critique théorique et une critique pratique du capitalisme. On parle de normativité critique, on trouve ça chez Richard Sobel. Normativité critique, c'est-à-dire que voilà, on va vers l'avant, on, on essaie de construire l'avenir, mais en partant d'une critique du présent. Et donc, en quelque sorte, c'est que la négation du capitalisme, elle est théorique, mais elle est aussi pratique, à savoir qu'elle passe par la mise en place de formes anticapitalistes. La mise en place de l'anticapitalisme, donc le passage au communisme, il ne se fait pas par, par la justification de sa désirabilité morale, mais il se fait en critiquant la domination capitaliste et en mettant en place des formes anticapitalistes. C'est en quelque sorte, il ne peut se construire qu'en devenant réel. Il est donc le processus de destruction des obstacles à la liberté. Donc effectivement, le communisme, c'est un mouvement vers la libération. Le capitalisme lui-même a fourni les prémices matérielles du communisme. Il était un préalable, et donc, en quelque sorte, l'abolition de la propriété privée permettrait l'épanouissement du talent, et donc la libération de la capacité productive, qui répondrait aux besoins sociaux. En quelque sorte, voilà, je frôle un petit peu l'utopie en disant ça, mais l'idée, c'est aussi de dire que l'essence humaine est créative par nature. Si on peut donner une chose sur la nature humaine, alors les marxistes n'en ont que faire de la nature humaine, bien évidemment, mais si on peut dire une chose, c'est que la nature humaine est créative. Créative, c'est pas non seulement artistique, mais c'est voilà, elle crée. Et ce sont les circonstances de domination qui frustrent cette créativité. Donc là, en quelque sorte, la forme sociale est entravée, ou plutôt plus exactement, les conditions matérielles sont entravées par la forme sociale, et donc il s'agit de libérer cette forme sociale de telle sorte que la valeur d'usage, c'est-à-dire l'utilité et le bien-être, remplace la valeur des chances, c'est-à-dire que voilà, le besoin de réalisation de soi soit plus important que l'argent, en quelque sorte, pour le dire très schématiquement. Et que donc le libre développement de chacun soit une condition du libre développement de tous. Donc, pour conclure, je conclurai, je laisserai Marx conclure à ma place lorsqu'il écrit que le communisme n'est ni un État qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la liberté devra se régler. Le communisme, c'est le mouvement réel qui aboutit l'état actuel. Les conditions de ce mouvement résultent des prémices actuellement existantes. Voilà, j'en ai terminé. J'espère n'avoir pas été trop long, ni n'avoir parlé trop vite. Je vous remercie de votre attention. Pas du tout. Très bien. Merci Fabien. Tu peux libérer l'écran, comme ça permettra de t'avoir en direct. Attendez, je vais arrêter ça. Voilà, Voilà, parfait. vous y êtes. Et donc, on va pouvoir passer à l'échange. Alors, moi, je vais te dire, ta présentation, je la trouve passionnante parce qu'elle rejoint, je dirais, et elle formalise, je dirais, tout un travail de retour à Marx, mais pour penser, un retour non pas pour se figer derrière Marx, mais pour libérer la pensée de Marx et être beaucoup plus opérationnel, je dirais, dans l'action de transformation de la société. Donc, merci Fabien, et j'espère que de nombreux communistes encartés et de nombreux communistes non forcément encartés euh, prendront le temps d'écouter ta contribution. Ça peut les aider, je crois, à libérer leur créativité. Voilà, j'en reste là pour l'instant. Est-ce que quelqu'un souhaite donner un avis ou ajouter une réflexion ou contredire éventuellement ce que vient d'évoquer Fabien? Salut Jean-Marie. Je sais pas, Vincent, est-ce que tu as ou Jean-Marie, puisque je vois qu'il vient d'ouvrir son micro, mais toi, tu n'as pas entendu, je crois, l'exposé de Fabien, mais ça fait rien, tu vas te le réapproprier au fur et à mesure de la discussion. Vincent, Jean-Michel, Michel, Gérald, Bernard. Tu me permets? Bien sûr, on est là pour ça. Juste une chose, je voulais d'abord remercier Fabien. J'ai suivi son propos avec grand intérêt. Il y a notamment une chose qui m'a touché,
dans son exposé. C'est à la fin de son propos quand il dit que le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. Et je suis très sensible à cet aspect, c'est-à-dire, je le dis avec mes mots, ce souci de mettre l'accent sur la singularité, sur le caractère authentiquement, véritablement, profondément unique de chaque sujet et d'insister sur la nécessité que chaque sujet soit libre pour que la collectivité, que la communauté puisse l'être aussi. Je trouve cela vraiment, pour le futur, un élément, comment dire, susceptible justement de persuader et de convaincre. J'ai été aussi sensible, mais c'est un aspect corollaire à ce que je viens d'énoncer, à ce que Fabien a dit à propos de la création. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Vincent, quelques mots? Vas-y. Vraiment quelques mots, simplement pour indiquer que cette fameuse phrase qui fait formule est un appel à la réflexion, et je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Je signale simplement qu'à ma connaissance, historiquement, cette phrase était discutée chez les communistes orthodoxes, c'est-à-dire fort peu orthodoxes, avec exactement la phrase inverse. C'est-à-dire que était proposé, la traduction proposée, c'était que le libre développement de tous était le libre développement de chacun. Ce qui, effectivement, ressemble à une pirouette, mais qui, sur le fond, transforme totalement, à mon avis, l'approche qu'on peut avoir du communisme, bien évidemment, parce que ça revient à une forme de hiérarchisation inversée qui laisse entendre de façon très claire que le collectif va tout régler. Et donc, ce qui serait valable pour l'individu serait aussi valable pour la femme, serait aussi valable pour le noir, pour le jaune, pour reprendre, pour ceux qui étaient là hier, une allusion à ce qu'a dit Jean-Louis Sagot du Verrou, etc., etc. Alors, il y a Jean-Marie Haribé qui souhaite poser quelques questions. Jean-Marie, pour toi. Et ensuite, Gérald. Oui, bonjour à tous. J'ai beaucoup de questions à te poser, Fabien, mais le nombre de questions signifie l'intérêt que j'ai eu à t'écouter, bien sûr. Il y a quand même un paradoxe dans ta première partie, c'est que ce que n'est pas, ou ce que n'a pas été le communisme, c'est exactement ce qu'il a été, en tout cas dans ce qu'on a appelé d'une expression idéologiquement très chargée d'un point de vue, mais quand même qui est celle qu'on emploie dans le socialisme dit réel. Donc il a été un stalinisme, un étatisme et une utopie. Donc bon, ça c'est un premier paradoxe qui nous interroge, bien sûr. Alors, ma première question, d'ailleurs, je termine ce petit préambule en disant que ce qui m'a paru peut-être un peu étonnant, c'est que les deux auteurs que tu as cités comme nous invitant à repenser ce communisme aujourd'hui, c'est Badiou, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas quand même totalement évacué le fait que le stalinisme existe encore aujourd'hui, et en Chine notamment, en premier lieu, et Friot, bon, dont le projet normatif est tout à fait passionnant, mais dont les soubassements théoriques sont extrêmement chancelants. Enfin, moi, j'ai eu une discussion très, très ancienne et très nombreuse avec lui, donc je n'en dis pas plus. Mais par contre, tu n'as pas cité Lucien Sèvres, qui me paraissait avoir une vision peut-être déjà plus originale et convaincante. Bon, bref, ça c'est un préambule. Ma première question porte sur le fait que tu as dit que le marxisme n'était ni un individualisme ni un holisme. J'aimerais une petite précision là-dessus, parce que s'il fallait choisir entre les deux,
pourrait quand même dire que le marxisme est plus proche du holisme que de l'individualisme en tant que méthode d'investigation de la réalité sociale. Bon, mais bon, peut-être que c'est un avis qui, là aussi, mériterait d'être nuancé. Ma deuxième question porte sur la chose suivante. Est-ce que tu fais le lien, est-ce que tu intègres l'émergence de la notion de bien commun dans le renouveau du communisme auquel tu aspires et dont tu nous as parlé? Est-ce que cette notion de bien commun, qui aujourd'hui est devenue assez centrale, peut s'intégrer dans cette vision du communisme? Ma troisième et dernière question, je me demande si tu n'as pas fait un petit lapsus quand tu as dit que dans le projet, il y avait la libération et puis le dépérissement des forces productives, jointe au dépérissement de l'État ensuite. Il me semble que tu voulais dire développement, mais bon, ça m'amène à ma dernière question justement, c'est que tu nous as dit que le capitalisme fournissait les bases matérielles du communisme. Bon, ça, c'est un vieux truc du marxisme, justement, qui est repris aujourd'hui par ceux qui réfléchissent au développement de ce qu'on appelle les entreprises de plateforme qui utilisent à plein les nouvelles technologies de communication, d'informatisation, d'information de communication, et qui prévoit que, je pense notamment au dernier livre de Cédric Durand, là, dont j'ai fait un compte rendu, qui nous dit qu'effectivement, le devenir est inscrit dans ce développement extraordinaire des nouvelles technologies. Je suis un peu sceptique, pour ne pas dire très sceptique, par rapport à cette vieille idée qu'il y aurait un déterminisme en quelque sorte technologique qui ferait que les choses seraient beaucoup plus faciles à transformer une fois qu'elles se seraient imposées partout. Bon, j'avoue que ça m'interroge toujours cette question-là, d'autant qu'on a maintenant un gros problème nouveau à résoudre, c'est celui à la fois du rapport entre les hommes, ça n'a pas changé, et en même temps celui du rapport à la nature. Et donc, parier sur la fuite en avant technologique, préparant les prémices du communisme, ça me paraît une idée qu'il faut au moins interroger, sinon balayer. Je conclus par quelque chose qui m'est arrivé aussi de dire maintes fois dans mon parcours aussi, mais que maintenant je ne dis plus parce que ça provoque des contresens, je crois, la valeur d'usage qui remplacerait la valeur d'échange. Ça, c'est à mon avis, même moi-même, je l'ai utilisé, cette formule, et maintenant, je suis beaucoup plus prudent parce que, d'abord, dans le capitalisme, il y a unité de la valeur d'usage et de la valeur d'échange. C'est les deux composantes de la marchandise. Et si on pense que le dépassement du capitalisme ne supprimera pas les échanges économiques, ne supprimera même pas sans doute le marché, et ni la monnaie a fortiori, alors ça veut dire qu'il y aura aussi une continuité entre, une persistance, une continuité entre la coexistence de la valeur d'usage et de la valeur d'échange. En revanche, et c'est pour ça que là, Marx nous aide beaucoup, en revanche, c'est la séparation de cette combinaison valeur d'usage et valeur d'échange avec la valeur, au sens où Marx l'a défini, c'est-à-dire comme un processus qui consiste à justement transformer tout en valeur. Et donc là, je pense que cette question de l'abstraction, là, chez Marx, c'est la chose la plus compliquée à laquelle moi, je n'ai pas fini de m'attaquer parce que je ne comprends pas toujours grand-chose. En tout cas, je ne comprends pas assez pour pouvoir l'expliquer de manière extrêmement simple. Mais je pense que là, il y a aussi une question d'ordre théorique qui nous renvoie au point précédent, à savoir comment va se construire justement le dépassement du capitalisme par rapport à la valeur. Alors, par rapport à la valeur en tant qu'abstraction qui conduit à l'accumulation infinie, ça oui, mais peut-être pas par rapport au fait qu'il va y avoir des échanges et donc la nécessité de mesurer la valeur des choses échangées. Merci beaucoup, j'ai été un peu long, excuse-moi. Alors, Fabien, vas-y. Merci beaucoup à tous. Merci pour la richesse de ces réflexions qui vont également alimenter les miennes. Alors, je vais tâcher de répondre à tout, je ne sais pas, mais je vais répondre au mieux, peut-être au moins oui, peut-être pour commencer par le moins compliqué. Je partage tout à fait
la faiblesse à la fois pratique et théorique de Badiou et de Friot, de l'avis pardon, de Jean-Marie sur la faiblesse à la fois respectivement pratique et théorique de Badiou et de Friot, puisque oui, effectivement, Badiou, il s'est pas débarrassé de tous les stigmates, mais au moins il a le mérite de maintenir ce cap-là, et de même que Friot, je suis assez d'accord. J'ai également eu avec lui une discussion à ce sujet. Friot, j'ai du mal, je doute de la solidité théorique. Mais il n'en reste pas moins que eux, comme Dodge, j'ai cité ces deux-là, mais j'aurais pu citer Lucien Sèvres, j'aurais pu également citer Yvon Quignou, qui était ici même il y a moins de 2 jours, me semble-t-il. J'ai malheureusement pas pu l'écouter. Je pourrais citer Zizek, je pourrais citer Gianni Vattimo et quelques autres qui ont traité ces questions-là, effectivement. Et je suis pas sûr qu'il faut ce qui est plus important, c'est la forme que le contenu. En l'occurrence, c'est la forme que ces auteurs ont choisi d'utiliser, d'aller vers ce champ-là, plutôt que le contenu qu'ils lui donnent, qui, je crois, mérite encore débat. Alors après, la clé, je crois, et qui est la clé, une des clés, en tout cas, un des premiers éléments de la discussion, c'est la question de l'individu. Et je pense que la question de l'individu et du collectif, hein, moi je pense quand je parle du dépassement entre individualisme et holisme, et holisme, je je pense pas qu'on puisse, je pense que la quantité à ce moment-là se transforme en qualité, à savoir qu'on puisse pas avoir une distinction, dire et c'est plus proche du collectif ou plus proche de l'individu, donc c'est plutôt holiste ou plutôt individualiste. Non, je pense précisément que c'est au-delà, que la théorie de Marx se construit de cette interaction entre l'individu et les rapports sociaux et la structure en quelque sorte. Et c'est justement un dépassement au sens où l'individu nourrit la structure nourrit l'individu. Et ce que j'essaie de dire ici, c'est que les catégories individualisme, holisme, méthodologique, chacun étant méthodologique, puisque c'est des manières de concevoir la pensée, ne sont pas valables pour concevoir le monde. Parce qu'on ne peut pas donner un sens. Est-ce que c'est plutôt le petit qui fait le grand, ou est-ce que c'est le grand qui est dans le petit, l'individu qui fait la structure, ou la structure qui fait l'individu? Je ne pense pas qu'on puisse donner un sens à ça. Et donc, on est plutôt dans une dialectique entre l'individu et le tout, et c'est ça que je crois. Euh, alors, ensuite, ouais, Jean-Marie, tu m'as interrogé sur la question du bien commun. Alors, le bien commun, je crois qu'il reste à définir aussi, et la question, tu la poses de manière à propos, au sens où c'est un petit peu une discussion que j'ai eue avec un collègue, Christian Barrière, pour ne pas le cacher, qui présentait un séminaire sur la question des biens communs. Et je lui ai demandé, après la présentation, je lui ai demandé pourquoi pas un isme à la fin. Et pourquoi communisme plutôt que commun. Il avait l'air particulièrement dérangé, au sens où le simple fait d'ajouter isme à communisme rajoute un contenu idéologique qui est peut-être dérangeant, puisque peut-être pour tout un tas de raisons. Et donc voilà, le communisme, c'est justement la question de s'interroger sur quel est notre bien commun. Voilà, c'est précisément ça la discussion. Alors après, pour aller un tout petit, peut-être pour entrer un petit peu euh, dans le cœur de la discussion, quand je parle de développement, la question de relation entre le développement des forces productives et le déterminisme technologique c'est une interrogation très, 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 très lourde qui est double, hein. La première est de savoir quel est le sens de la causalité dans le matérialisme historique entre les forces productives et les rapports de production. Est-ce que c'est les forces productives qui sont premières dans l'explication historique? Dans quel cas on peut tomber dans le déterminisme technologique à condition à, à condition de ne pas définir correctement les forces productives, je crois. Ou alors, à l'inverse, est-ce qu'on dit que c'est les rapports de production et donc la lutte des classes qui ont la primauté explicative dans l'histoire? euh, ceux qui posent le danger inverse de ne pas tenir compte des conditions matérielles. Moi, ce que je crois, c'est que quand on parle de développement des forces productives, et ce que je crois, c'est que la première des forces productives, c'est la force de travail et donc l'humanité. Et donc, ça permet d'évacuer la critique pour déterminisme technologique. En quelque sorte, le développement des forces productives, c'est le développement de l'humanité. Voilà, c'est un petit peu la pirouette que je fais ici pour retomber sur le développement des forces productives. Et puis, alors après, oui, effectivement, la discussion sur la valeur est centrale aussi, je crois. Simplement, ma réflexion, l'étape où j'en suis ici, c'est de dire euh, que la valeur d'échange
c'est la mise en avant c'est la priorité qui est accordée à la valeur de l'échange qui empêche le développement des forces productives, justement. Le développement des forces productives étant le développement, pour être très schématique, le développement du bien-être et donc de la valeur d'usage. Voilà la manière dont je pourrais esquisser quelques éléments de réponse à ça. Et merci beaucoup pour ces réflexions stimulantes. Ces Merci questions Fabien. stimulantes. Gérald de Mazo, tu as demandé la parole. Excuse-moi, j'avais pas ouvert le micro. Oui, Fabien, donc juste pour rebondir sur les hésitations souvent, hein, qui sont celles des gens qui hésitent ou qui ne veulent pas prendre le mot communisme et qui s'en tiennent le mot de commun. Je crois qu'il y a aussi, alors moi je suis partisan d'utiliser, de réutiliser, de revenir au mot de communisme, à la pensée, mais au mot de communisme, parce qu'il y a aussi des effets symboliques à l'usage de ces mots-là. Ça ne me paraît pas correct de s'en tenir à la pensée du commun pour camoufler une pensée communiste. Et c'est également, alors, à nous après d'avoir les épaules suffisamment solides pour s'affirmer en tant que communiste. Moi, je sais qu'il y a un artifice de langage, enfin un artifice rhétorique qui est très simple. C'est pour les gens qui te balancent dans la tête, oui, mais le communisme, on sait bien ce que ça a donné, c'est Staline et l'état de mort haut comme ça. Eh bien, tu réponds, mais est-ce que vous allez faire porter sur les épaules de ce pauvre Jésus les millions de morts de l'Inquisition? Et ça permet de faire réfléchir les gens tout simplement avec un contre-argumentaire de type rhétorique, mais qui a son efficace. Et puis, donc, seconde raison d'employer le mot communisme, c'est parce que c'est un facteur aussi dans la lutte idéologique, tout simplement. Si on a envie d'avancer, il faut poser les choses de façon explicite, me semble-t-il. Enfin, c'était juste une petite remarque. Après, c'est Jean-Marie Haribey qui a cité le nom de Sèvres. Il me semble qu'aujourd'hui, s'il y a un auteur incontournable, c'est bien lui, et en particulier tout ce qu'il a révélé de par sa lecture profonde de Marx. Enfin, je crois que c'est quand même aujourd'hui, c'était le pauvre, un grand lecteur de Marx et un grand lecteur au-delà de Marx, enfin un développeur, hein, ce qu'il appelle sa pensée développementale. Dans sa mise au jour de l'anthropologie théorique marxienne, Sèvres a montré une chose qui me paraît très importante, c'est que autant que Marx a élaboré une théorie des modes de production économique, autant il y a chez lui, non pas de façon aussi élaborée ni aussi explicite, une théorie du mode de production des individus, si on veut garder l'analogie sémantique. Donc ça, c'est une chose voilà, que Sèvres a creusé toute sa vie, en particulier dans sa quadrilogie de fin de vie, hein, avec le volume qui s'appelle L'Homme, quand il met au jour ce qu'il appelle comment il appelle ça, l'opérateur idéologique marxien, c'est-à-dire les concepts autour, entre autres, de l'activité. Et d'ailleurs, une petite incise, quand tu dis on ne peut pas tellement sortir en fait de la dialectique entre l'individu et le tout, hein, ce cercle qui détermine quoi, etc. Sèvres en sort en disant que c'est un peu un faux débat et qu'il faut s'intéresser à l'activité des humains. L'activité en ce sens que l'hominisation est un processus où l'individu qui vient au monde trouve dans les rapports sociaux existants un ensemble de, on ne va pas dire de moules parce que ce serait une conception du déterminisme assez atroce, mais un ensemble de formes disponibles et où son activité lui permet, alors quand il est petit, par l'intermédiation de sa famille et de l'éducation, de former sa personnalité et de s'approprier et de faire sa place d'individu singulier dans ce tout social. Donc le concept d'activité que Sèvres met en lumière me paraît tout à fait fondamental dans cette nouvelle façon de voir les choses. Et puis, alors je change un peu de sujet, mais pour ce qui concerne voilà, un des classiques du marxisme et de la visée communiste, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de travailler sur la réappropriation des moyens de production, qui est tout à fait nécessaire. Hein, loin de moi l'idée de laisser ça de côté, c'est évidemment fondamental, mais qu'il y a aujourd'hui un autre incontournable et qu'il faut aborder, parce qu'on ne peut pas continuer à mettre le couvercle dessus,
c'est l'organisation du mouvement qui nous permet d'aller vers le communisme. Je viens de faire une expérience en 3 années au sein de la France Insoumise, où je me suis retrouvé avec joie à nouveau militant. Je l'ai été au PC pendant 15 ans, mais entre mes 20 ans, enfin en gros entre mes 20 ans et mes 35 ans. J'ai été pendant tout le temps jusqu'à 2017 un citoyen actif, je crois, mais non pas militant politique au sens traditionnel. Et j'ai retrouvé ce plaisir de militer dans un mouvement dont j'ai fait mien le programme, même si je savais que ça n'était pas un programme communiste. C'est un programme, enfin c'est toujours d'ailleurs un programme, on va dire, socialiste de gauche, et intéressant à ce titre-là. Et je suis je suis sorti du militantisme pour ce mouvement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je n'ai rien contre ce que Mélenchon appelle un mouvement gazeux. Je n'ai rien contre dans le principe, sauf que nous n'avons pas, ou ils n'ont pas, je ne sais pas comment dire encore, dans ce mouvement gazeux, il faut avoir le contrôle démocratique de ceux qui tiennent les manettes du compteur à gaz. Or, cela aujourd'hui, nous ne l'avons plus. Et nous ne l'avons jamais eu en quelque sorte, puisqu'on sait que le mouvement est géré par une poignée d'individus. Il y a une douzaine d'individus qui décident, quelles que soient les formes collectives, un petit peu de rattrapage qu'il y a en ce moment avec des conventions nationales. Mais ces conventions ne sont pas là pour élaborer une ligne politique. Elles sont là, je dirais, pour rattraper un petit peu la sauce qui a manqué. Et donc, cette réflexion en propre que nous devons avoir sur l'organisation, les formes d'organisation, c'est-à-dire la lutte contre la centralité, le développement des formes horizontales de travail, que ce soit horizontal au niveau d'une région, au niveau d'une entreprise, au niveau d'un quartier. Toute cette réflexion-là me paraît être aujourd'hui au moins aussi importante que la réflexion sur la réappropriation des moyens de production et la mise en avant d'une réflexion sur les valeurs d'usage. Voilà, c'était quelques réflexions. Merci Gérald. Un petit peu décousues. Mais... Non, non, pas du tout. Gérald, Fabien, tu peux réagir? Oui. Quelques mots sur cette réflexion riche de laquelle je te remercie. Peut-être dire d'abord que oui, la question de l'individu, et merci pour cette référence à Sèvres encore. Et je crois que oui, ce que nous devons faire, c'est oui, dépasser. Je suis bien d'accord que l'idée de dépasser cette dialectique entre l'individu et le tout, mais je pense aussi qu'elle passera par peut-être reprendre l'individu à ceux qui nous l'ont volé, en quelque sorte. C'est-à-dire que la théorie dominante, la théorie conservatrice, elle, elle impose sa propre vision de l'individu pour se l'approprier. Alors que nous, en général, c'est à nous de dire qu'est-ce qu'on entend par l'individu. C'est en ce sens-là, qu'est-ce qu'on entend par l'individu? C'est que l'individu, il existe à travers non pas comme un être générique, comme un homo economicus, évidemment, il est exactement le contraire de homo economicus. L'homme, il existe à travers son activité productive, son activité créative, et justement, cette activité-là, il est privé de cette activité, ou plus cette activité lui est volée par la propriété privée des moyens de production qui l'empêche de s'épanouir. Et voilà, je partage cette idée-là. Et donc, oui, et donc c'est en ce sens-là qu'il faut concevoir le communisme et qui passe. Et donc voilà, et dire aussi que repenser l'individu, ça ne veut pas dire non plus penser les individus indépendamment les uns des autres. Et je suis absolument d'accord que la seule manière de penser l'individu, c'est de les penser dans un collectif. Et l'interrogation que tu évoques sur les collectifs se pose, et aussi les problèmes qui sont posés par tout un tas d'organisations qui se prétendent ou pas du communisme, de la classe ouvrière ou des travailleurs, ou qui pourraient s'en approcher, méritent cette interrogation-là. À savoir, je veux dire, il ne suffit pas de poser l'existence d'une organisation pour résoudre ces problèmes-là. Voilà, il faut avoir des réflexions, y compris à travers le besoin de cette organisation. Parce qu'il y a besoin d'organisation, les individus doivent s'organiser. Donc construire. Alors après, ça serait parvenir
ça des vieux débats qui remontent à près de 100 ans sur la construction du Parti ouvrier révolutionnaire. Mais on en est bien loin, mais il reste que c'est ces réflexions-là qui, à mon avis, ne peuvent qu'aboutir. Sont nécessaires plutôt. Jean-Marc, tu as fini? Jean-Marie? Oui, juste un petit mot pour rebondir sur ce qu'a dit Gérald Mazot là, il y a un instant, à la suite du mot que j'avais prononcé de bien commun par rapport dans une question à Fabien. Qui n'est pas d'ambiguïté. Hein. Dans mon esprit, la question que je posais sur les biens communs n'était pas pour évacuer celle de la réflexion sur le communisme. Et d'ailleurs, j'ai un peu participé au débat, et je participe encore au débat qu'il y a autour de cette notion de bien commun, et ma position a toujours été de m'insurger contre le fait que cette notion supplanterait la question de la propriété collective et supplanterait notamment notre notion traditionnelle de service public. J'ai au contraire indiqué que, selon mon point de vue, s'il y avait un apport de cette nouvelle notion de bien commun, c'était dans le fait que elle posait la question du contrôle démocratique. Et là, je rejoins ce que disait Gérald tout à l'heure, la question du contrôle social, du contrôle démocratique. Et ce qui est sans doute la faille de nos services publics, qu'il s'agit bien sûr de défendre, mais la faille, ça a été que ça s'est souvent confondu avec des services étatiques. Et donc, je reviens à la première partie de l'exposé de Fabien, hein, sur ce que n'est pas le communisme, d'ailleurs, qui ne doit pas être, c'est un étatisme. Bon. Et donc, c'est ça, je pense que c'est là qu'on peut trouver une raison de reprendre à notre compte la question de bien commun pour l'intégrer dans quelque chose qui va au-delà de ce qui avait pu être historiquement construit, bien sûr, en URSS, mais aussi chez nous, hein, qui n'est pas parfait. La preuve, d'ailleurs, c'est que nos services publics se trouvent mis au pied du mur après la dégradation qu'ils ont subie et qui les met en difficulté pour gérer la crise du Covid-19. Bon, voilà. Donc, la notion de bien commun a ceci de positif, à mon avis, c'est que l'accent est mis sur le contrôle social. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se contenter de l'appropriation collective des moyens de production, entendue au sens de étatisation, sans qu'il y ait un seul moment de contrôle et un seul lieu de contrôle de cette affaire. Ce qui de fil en aiguille, nous fait reposer la question de quelle planification avons-nous besoin. Hein. Ce n'est pas d'une planification ultra centralisée comme dans le Gosplan, mais de quelque chose qui prenne en compte toutes les possibilités démocratiques d'en faire un véritable outil collectif. Alors, Gérald souhaite préciser sa pensée, et puis ensuite, Fabien interviendra et on s'arrêtera, malheureusement, hein, pour aujourd'hui en tout cas, sur ce passionnant débat et ce passionnant échange. Sans vouloir rentrer déjà et préformater les rencontres de l'année prochaine, j'aurais bien envie, en tout cas personnellement, qu'on mette comme question à approfondir justement ces questions de bien commun, de communisme, de démocratie, de production, de répartition. Mais on construira tout ça ensemble. Gérald, donc, et ensuite Fabien, et ensuite on fera une petite pause de 5 minutes. Oui, je voulais juste te dire à Jean-Marie que je ne pensais pas à lui quand je parlais des différences entre bien commun et communiste. Je pensais très précisément à une séance d'Espace Marx qui s'est passée l'année dernière que j'avais animée avec justement Bernard Friot et un autre intervenant qui était très frileux par rapport à l'appellation, à l'emploi du mot communisme. Voilà, c'est ça que j'avais en tête. Ce que je voulais dire, oui, c'est que ce qui me paraît important, c'est que toujours de penser les choses comme un processus. Et bon, je ne sais pas si j'arriverai à la finir un jour, mais dans la conférence que j'aimerais monter sur l'œuvre de Lucien Sève, pour éclairer un peu les 3 massifs théoriques qu'il a labourés pendant toute sa vie, l'un des massifs étant le politique ou la politique, et spécifiquement le communisme, je sais que j'insisterai sur trois choses qui reflètent un mouvement, je crois, c'est-à-dire l'encore là. L'encore là, on peut penser tout simplement au statut de la fonction publique, à la sécurité sociale. Le déjà là, et là je partirai, c'est prévu, mais ça fera peut-être rire les camarades qui suivent la conférence, mais je partirai du film Demain
de Cyril Dion, qui est un grand idéologue sympathique, mais pas du tout révolutionnaire devant l'éternel, mais qui a le gros avantage de nous montrer dans son film des exemples très concrets de ce qui est déjà là, si nous savons décoder les choses, de ce qui est déjà là de pratiques communistes. Et donc, en ce sens-là, ça me paraît être un élément d'autant plus intéressant qu'il couvre, je revérifierai ça parce qu'il faut que je revoie le film, qui couvre, je crois, au moins 4 continents sur les 5 et qui traite de plusieurs thématiques, dont l'éducation, l'alimentation, la citoyenneté, etc. Donc, il balaye large dans l'espace, il balaye large dans les thématiques, et il balaye large dans le nombre d'exemples concrets qu'il donne. Donc ça, c'est le déjà là. Hein. Si on parle de communisme en tant que mouvement réel, eh bien, je crois qu'il y a vraiment de beaux exemples à chercher là. Et puis de travailler aussi, donc encore là, déjà là, et de travailler sur cette notion que Sèvres reprend, enfin, il ne l'invente pas, hein, c'est plutôt Jean-Paul Scott, je crois qu'il a éclairé à partir de la pensée de Jaurès, qui parle de la visée communiste. Oui, c'est bien ça, de la visée communiste. Donc ce mot qui donne la sensation d'un mouvement quand même, hein, il y a une visée. Voilà. Donc je crois qu'il faut essayer d'éclairer le communiste de cette façon-là, par des catégories qui donnent l'impression de mouvement. Encore là, bon, même si c'est un côté statique, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été conquises et qui continuent à exister, parce qu'il y a des luttes, parce qu'il y a des enjeux. Le déjà là, parce que bien des choses existent déjà dans le monde. Et puis la visée communiste, qu'est-ce que nous, tous, concernant les moyens de production, les modes d'organisation nouveaux, nous avons à imaginer et à apporter de ce côté-là. Voilà. Ok. Fabien, un dernier mot? Un dernier mot, c'est une façon de parler. Hein. Oui, quelques mots pour finir et peut-être aussi pour rebondir sur ce qu'ont dit à la fois Jean-Marie et Gérald sur leur dernière intervention, c'est que je crois que pour se préserver de voir le communisme comme une utopie, faut concevoir l'histoire et le réel, le moment même comme composé de quelques moments de communisme. Il existe des communismes, qu'il y a des moments communistes, par exemple la sécurité sociale. La sécurité sociale et la capacité qu'ont eu et qu'ont encore en partie les travailleurs à gérer une partie de leur richesse, c'est du communisme. Il existe du communisme, il existe des fragments de communisme dans le capitalisme, et l'acharnement avec lequel les dirigeants, les gouvernements cherchent à en finir avec ces éléments-là, est bien et peut-être non pas la preuve, mais au moins une démonstration que c'est de l'anticapitalisme en réel, c'est l'anticapitalisme en mouvement, voilà. Et c'est ça qu'il faut se dire. Et donc, dans ce sens-là, que c'est un mouvement au sens de Marx, au sens où c'est en construction, et c'est la lutte des classes qui va construire ça. Et donc, lorsque la lutte de classe progresse du côté des travailleurs, on se rapproche du communisme, et dans le cas inverse, on recule. Voilà. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le mouvement, cette notion de mouvement qui a longtemps été énigmatique, surtout si on voit le communisme comme une utopie. Merci Fabien. Donc, ce que je vous propose, c'est 5 minutes de respiration. Et puis ensuite, on continuera nos travaux donc avec Jean-Michel et puis Bernard. Et c'est Gérald qui animera la suite. Alors, à tout de suite.